m'appelle Julie Marguet, j'ai 42 ans et je travaille depuis 5 ans pour l'établissement public de santé mentale de la Charente, Camille Claudel, en tant que médiatrice de santé père. Donc c'est une modalité de père aidance. Donc un père aidant, c'est une personne qui a un vécu de soins en santé mentale, avec peut-être hospitalisation, traitement, diagnostic, vécu avec les soignants, vécu avec d'autres personnes concernées, par exemple en hospice ou peut-être on s'est croisés en CMP. Donc ce vécu-là, le vécu de rétablissement, la personne commence à trouver des stratégies qui lui conviennent, commence à aller mieux, puis va de mieux en mieux, et l'envie d'aider. L'envie d'aider et d'y retourner en tant que personne concernée, parce que du coup le père aidant il va devoir beaucoup se dévoiler. Les missions communes un peu à tous les pères aidants et pour les MSP, ça va être parler d'espoir, parler de rétablissement, essayer de développer un petit peu la capacité à être acteur des usagers. Ça peut commencer par le soin, donc j'ai pas aimé comment... On m'a mal expliqué mon traitement, je vais faire un exemple tout simple. Là, c'est le rôle du médiateur de vraiment dire, pouvez-vous la prochaine fois dire au médecin que vos explications ne vous font pas compte. Et des fois, ça va être prendre une feuille et réfléchir à comment on peut poser la question. Pareil pour les partenaires de l'emploi, ça arrive des fois que les usagers aient des rendez-vous, ils sont super stress. Et alors, est-ce que vous voulez qu'on prépare la question que vous voulez poser, comment? Et aussi, des fois, c'est pour dire oui, mais vous me proposez un stage, mais moi, je ne me sens pas prêt. C'est juste se préparer. Ça commence, moi, je mets au début la focale sur le soin. Et puis après, on vise un peu tout, prendre le pouvoir sur sa vie en général. Mais déjà, le soin, ça commence bien. Commencer un petit peu à s'affirmer et aussi du coup quand on est acteur, il y a des choix à faire et il faut les assumer. Donc on est un peu là pour leur dire ah mais oui mais attendez mais ce que vous me dites vous en avez parlé à la personne? Non. Ah bah la personne elle a pas une boule de cristal, elle comprend pas. En fait les humains si on n'utilise pas des mots c'est très compliqué de se comprendre quand même, surtout quand on a une personne avec des troubles psychiques en face. Donc voilà, se développer le pouvoir d'agir, déstigmatiser au maximum. Donc ça va être les exemples comme j'ai dit tout à l'heure de tout ce qui est accès aux droits, est-ce que je peux parler de ce qui m'arrive? Moi, je fais des accompagnements autour du dévoilement, des choses comme ça. Et j'en oublie, mais en gros, c'est ça. Oui, le médiateur de santé père fait partie de l'équipe. C'est comme ça que c'est prévu. C'est pour ça que les MSP sont salariés et c'est capital. Pourquoi? On va prendre mon exemple, ce sera plus simple. Je suis aux réunions d'équipe, je suis aux régulations d'équipe, je suis là quand les projets sont travaillés, retravaillés. Et du coup, j'ai une voix, comme chaque professionnel a une voix. Et c'est super important. Parce que du coup, ça représente, en fait, symboliquement, c'est quand même assez fort, ça représente quand même l'inclusion des personnes concernées dans les services qui les concernent. C'est vraiment pas rien. Et du coup, c'est pas que j'ai particulièrement du pouvoir ou particulièrement pas de pouvoir, mais voilà, je suis là. Et du coup, parfois, j'arrive avec des questions qui n'ont pas de sens. Parfois, je mets le doigt sur quelque chose, mais tout simplement parce que je représente un nouveau métier. Une nouvelle formation, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de poser les questions, un nouvel angle. Et donc, en théorie, c'est enrichissant. Alors, pour devenir médiateur santé père, en fait, il faut postuler à une offre d'emploi. Ce sont soit des établissements publics de santé mentale, comme dans mon cas, ça peut être des associations, ça peut être du médico-social, qui cherchent à recruter un médiateur de santé père. Et du coup, ce médiateur, c'est chapeauté par le CCOMS, qui est une branche de l'OMS pour la santé mentale. Et donc, il y a, quand on a un intérêt, il y a une personne à joindre qui a du coup tous les profils, c'est sur un site Facebook, tous les profils en fait des offres d'emploi. Donc c'est important pour eux, pour le CCOMS et je crois pour tout le monde, vraiment de se dire que c'est pas un passe-droit ou je sais vraiment, il y a un établissement qui demande à recruter, qui dit bonjour, je fais une offre d'emploi. Donc on vient, on fait un entretien d'embauche, il faut envoyer CV, lettre de motivation avant. Et donc l'entretien, c'est essayer de comprendre ce que sera le poste, où ce sera, si ça convient, le temps de travail, un peu comme tous les métiers du monde. Et quand on attaque, quand on est pris, si on est pris, on est directement salarié. Et on est salarié en formation, ce qui est un petit peu... Voilà. Ça peut ressembler à de l'alternance, mais ce n'est pas de l'alternance. Et il ne faut pas nous appeler des stagiaires, c'est pas ça. En fait, on est salarié
Et on va en gros une fois par mois à l'université pendant 1 an à 1 an et demi. Donc ça se passe à Bobigny, qui est Paris 13 la Sorbonne, ou maintenant à l'université de Bordeaux. Pour accéder directement en 3e année, donc il faut avoir un bac+2 ou une équivalence. Et on fait en fait sur 1 an et demi, ça dépend des années, on valide une licence, donc un bac+3. Ce qui leur tient à cœur pour qu'on puisse revaloriser notre salaire, etc. Aussi pour qu'on puisse continuer en master si on veut. J'ai des collègues de promo qui ont continué en master, parce qu'en fait des personnes concernées, il va en falloir, dans les formations des professionnels de santé, il va falloir qu'on arrive. Du coup, c'est vraiment pour ne pas nous précariser et pour qu'on ait un bagage solide aussi. Donc cette université, elle s'appuie sur 3 axes. Gros contenu santé, économie de la santé, droit de la santé, sociologie. Dans ce contenu santé, il y a tout ce qui est psychiatrie. Histoire de la psychiatrie, traitement, psychopathologie, santé psychique, enfin énormément de contenu. Il y a un 2e axe qui est plus outils spécifiques. Donc on est formé à l'ETP, qui est, ça m'échappe, l'éducation, j'avais envie de dire établissement. Éducation thérapeutique du patient. Donc on a les 40 heures dans la formation. Et puis des outils type communication, technique d'entretien, tout ça. Et ensuite un 3e volet qui est vraiment un peu réflexivité, plus. On veut vraiment que le MSP il réfléchisse énormément à son parcours. Donc les devoirs, c'était toujours, on axait ce qui nous était arrivé, les contenus qu'on avait eus à l'université, les contenus théoriques, et ce qui se passait au travail. Et il fallait toujours, voilà, mixer ces 3, donner un axe personnel, comment ça résonnait, en quoi ça résonnait dans notre parcours. Et il fallait mettre un petit peu de personnel du parcours, personnel de ce qui nous arrive au travail aussi, il voulait du perso. Les contenus, il fallait les ressortir, donc il fallait les travailler, il fallait lire les articles, etc. Et puis des exemples, des éclairages de ce qui se passait au travail. Donc c'est capital qu'on soit au travail. Et ça dure 1 an et demi, ensuite on est diplômé et on continue à être salarié pareil, juste du coup on est tout le temps au travail alors que la première année et demie, on est parfois à l'université. Donc je participe à tout ce qui est réunion d'équipe. Parfois, j'interviens dans des colloques, des instances avec les partenaires ou des choses comme on fait aujourd'hui. Je suis en co-animation d'ateliers avec d'autres collègues, d'autres professionnels, en binôme souvent. Beaucoup d'ateliers sur l'extérieur. Je participe à un atelier de psychoéducation où on amène des contenus sur le stress, la gestion du stress, le rétablissement, la déstigmatisation et le dévoilement. Donc là, c'est une grosse partie, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais des entretiens avec les usagers autour du rétablissement, de l'espoir, parfois des dossiers MDPH qui sont pas faciles à remplir. Et aussi à la demande des usagers, s'ils ont des questions, on peut faire questions-réponses, s'ils ont des questions sur tout simplement la péréquance. Et aussi, je co-anime un groupe de parole que j'ai imaginé où on essaye de parler en positif de thèmes qui ont été mis par les groupes précédents. C'est facile de diffuser un message d'espoir quand on est super rétabli. Je dis pas que ma vie est facile, mais je suis quand même très rétablie dans pas mal de domaines. Parce que du coup, je peux vraiment venir dire, je promets que pour certains, ça va vraiment, pour beaucoup, ça va vraiment s'adoucir. Le confort, il va arriver. Et c'est la personne concernée, les aidants, les pros, tout le monde, je mets toutes les personnes qui travaillent avec la personne. Si on s'acharne, j'utilise le mot acharné consciemment, si on s'acharne, si on lâche pas, il faut passer par les moments où on se dit à quoi bon, pourquoi je fais ça, quand est-ce que ça paye. Moi je l'ai eu pendant 5 ans, quand est-ce que ça paye. En fait ce qui finit par payer c'est le fait de maintenir le cap et de continuer à prendre soin de soi. Et il y a vraiment, je l'ai beaucoup vu dans la promotion parce qu'on était 33 personnes à aller mieux. Et quand on s'est raconté nos parcours, il y avait des moments où c'était pas vraiment évident qu'on allait s'en sortir, loin de là. Certains ont quand même frôlé la mort. Et du coup, de se dire, ça finira par payer. Et quand ça paye, je vous jure que c'est sympa. Je vous jure, par exemple, je vous le promets, que je n'ai plus de pensée suicidaire. Et j'ai vécu avec pendant des années. Donc vraiment, ça paye. Donc l'espoir, c'est ne pas lâcher, ne jamais lâcher. Même quand ça semble vraiment pas mal désespéré, il ne faut jamais lâcher. En fait, vraiment, il y a toujours moyen de récupérer dans un des aspects de la vie.
Voilà, ne serait-ce qu'en accédant au droit, en récupérant la santé au maximum, en revenant vers les soignants. En fait, il y a toujours moyen que ça s'améliore. Alors, l'avenir dans mon établissement, en fait, dans le projet d'établissement, il est prévu de recruter plus de médiateurs de santé pair. Là, actuellement, nous sommes 2 dans l'établissement dans lequel je travaille. Un collègue qui travaille en addictologie, et donc moi je travaille en réhabilitation psychosociale, donc plutôt à l'extérieur de l'hôpital, plutôt pour des gens qui essayent de retrouver un petit peu du coup le goût de la vie, etc. Si d'autres MSP arrivaient, moi j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de mutualisation d'outils, parce qu'on n'aura pas la même formation par définition. Voilà, j'imagine des rendez-vous de travail où on peut mettre sur la table, voilà, j'ai fait ça, j'ai entendu parler de ça, toi tu l'as essayé, etc. Et puis aussi peut-être se soutenir, même si moi j'ai oublié de le dire, dans ce que je fais, j'ai je sais pas comment ça s'appelle, des réunions très fréquentes d'analyse de pratique, très importantes avec d'autres médiateurs santé pair, parce que du coup c'est quand même un métier spécifique. Et des fois aller demander conseil aux autres professionnels, oui toujours parler à son équipe, mais des fois c'est tellement spécifique que le conseil, on en a besoin d'un autre médiateur santé pair. Pour qu'ils nous disent « Ah oui, non, là, c'était pas dans les clous » ou « Ah oui, ça m'est arrivé ». Enfin voilà, des éclairages du même métier en fait, hein, parce qu'on utilise tellement le dévoilement, tout ça, que c'est un peu spécifique. Donc moi, à titre personnel, ça m'enlèverait un petit peu de solitude si je pouvais travailler avec d'autres MSP. Aussi pour se rassurer, partager, voilà. J'imagine pas des réunions de travail toutes les semaines ou quoi, mais voilà, peut-être une fois par an, une demi-journée ensemble à parler de ce qui nous est arrivé, de la nouvelle réflexion qu'on a, parce que ça évolue. Moi en 5 ans j'ai énormément évolué. Et personnellement j'aimerais bien, à moyen terme, un peu me spécialiser dans le repérage et la prévention du risque suicidaire, parce que je suis intimement persuadée que le côté témoignage peut énormément faire avancer dans ce domaine-là. Je sais que par exemple il y a un numéro qui est le 3114, qui est un numéro d'appel pour la souffrance psychique, le risque suicidaire. Et par exemple, il nous avait contactés à l'université pour nous demander, en tant que personnes concernées, ce qu'on aimerait qu'on nous réponde. Et voilà, donc en fait, c'est valable pour pas mal de choses en santé mentale, c'est qu'à un moment donné, il va falloir inclure des personnes concernées pour qu'elles amènent un autre éclairage. Les experts, il n'y a pas de problème, on peut être expert sans avoir été concerné, et ça je ne le conteste pas, sinon je ne pourrais pas travailler avec d'autres gens. Il va falloir rentrer des personnes concernées. Et du coup, tout ce qui est risque suicidaire, je trouverais ça très intéressant pour moi. D'y aller pour ça, il faudra que je sois formée. Beaucoup formée, je pense, en plus. Et pour essayer, une fois formée, d'essayer d'en faire quelque chose où j'inclus un peu du témoignage, ou en tout cas, j'amène la patte passée par là, pair aidance, qui, je pense, peut être vraiment intéressante dans ces domaines-là, où on patine un peu, et c'est quelque chose, bien sûr, qui me tient énormément à cœur. Parce que c'est le problème qu'on a en santé mentale. On perd les gens parfois et que je pense que c'est évitable. Et le deuxième axe, c'est j'ai besoin professionnellement de développer des outils, de la formation, du savoir, des connaissances et des techniques pour travailler tout ce qui est déstigmatisation. Donc là, j'ai demandé des formations parce que comment est-ce qu'on déstigmatise ? Alors, on a beau me dire, un père aidant, c'est déjà de la déstigmatisation, oui, mais ça ne va pas suffire. En fait, là, moi, j'ai besoin d'autre chose que ce que je fais actuellement. Donc, j'ai déjà commencé à aller voir les documents fictifs, mais là, j'ai besoin d'une formation spécifique. Et je pense aussi que j'aurais besoin de beaucoup de formation pour essayer. J'ai besoin de formation et j'ai besoin aussi qu'on me propose des projets auxquels je peux me greffer. Et là, ça arrive des projets comme ce qui se passe aux semaines d'information sur la santé mentale, où du coup, on inclut de plus en plus des personnes concernées. En fait, je le redis, ça c'est le combat des pères aidants, il va falloir inclure des personnes concernées pour qu'elles aient leur mot à dire et c'est le fameux rien sur nous sans nous. En fait, on va pouvoir arrêter en fait de parler des personnes concernées sans qu'il y ait une personne concernée à la table, gentiment. Et donc la déstigmatisation, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'un père aidant, il est par essence un peu un outil de déstigmatisation. Là, je parle en tant que personne concernée, quelque part. De la déstigmatisation. Et moi, je suis en difficulté un petit peu à ce jour avec un usager en face qui m'envoie de l'autostigmatisation et de la stigmatisation qu'il subit ou qu'elle subit pour savoir quoi faire. Donc ça, c'est un des gros axes que je compte développer, qui est important pour moi, bien sûr.